Mercredi 20 janvier 2016, lancement de la deuxième édition Défi d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Eh bien, hier soir au Désine, ici à Berthierville, c'était le lancement de la deuxième édition de défis d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Eh bien, regardez l'extrait qui s'ensuit. Et bienvenue à cette conférence de presse pour le défi entreprise 2016. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Louis Sauvageau, je suis le directeur général de la Chambre de commerce Berthier-Dautrey. Donc, ce sera pour une deuxième année le défi entreprise tournoi de hockey pour adultes. Sans plus tarder, j'aimerais inviter notre président de la Chambre de commerce de Berthier à venir vous adresser la parole et vous faire un mot de bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à M. Denis McKinnon, attaché politique de Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée de Berthier-Masquinongé et porte-parole en matière d'agriculture. Et merci à tous pour votre présence. L'an dernier, quand nous avons lancé notre projet de défi entreprise au tournoi de hockey, on avait vraiment envie de ressusciter un tournoi qui a existé à Berthier dans les années antérieures, de ranimer l'engouement un petit peu d'une communauté envers un événement sportif à Berthier. Je parle pour les adultes. Je sais que le hockey mineur en fait déjà au niveau du hockey organisé, mais pour adultes, ça a été un petit peu délaissé. On avait une belle vision à long terme pour ce projet-là. Et je crois que tout le monde a été agréablement surpris de l'engouement qui a été créé à la première édition, même, je dois nous l'avouer. Le comité organisateur a également été agréablement surpris de la réponse de tout le monde. Donc, on rejette nos attentes plus loin encore pour la deuxième édition. Enfin, dis-moi, vous venez de lancer, la deuxième édition de Défi des entreprises ici à Berthier. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous attendez justement avec ça? Cette année, on veut rehausser l'expérience du joueur, rehausser également l'expérience du spectateur. Parce que c'est un événement familial, on a eu beaucoup d'équipes l'année passée. On augmente notre capacité, on veut monter à 20 équipes, passer de 14 équipes participantes en 2015 à 20 équipes en 2016. On avait beaucoup de familles, on va avoir plus de gens disponibles pour répondre aux besoins cette année de nos spectateurs et de nos joueurs. Dis-moi, M. Hugo Ouellette, est-ce que vous visez plus une visibilité accrue justement pour la région de Berthier-Dautrey, quoi? Oui, exactement. Pour nous, c'est la notoriété de notre tournoi qui va amener un plus gros exposure pour la ville de Berthier. On sait tous que Berthier est un arrêt obligatoire sur l'autoroute. Maintenant, on veut que le nom résonne partout au niveau des tournois de hockey, des équipes de hockey, que les gens s'identifient un peu au tournoi pour augmenter notre visibilité au niveau de la ville. Eh bien, lors de ce lancement de la deuxième édition de défi d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, j'ai rencontré la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel, qui m'a livré ses commentaires concernant le nouveau lancement, disons, de la deuxième édition de défi d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Écoutez l'extrait avec Mme Suzanne Nantel. Jean-Louis pour CTRB, je suis en compagnie de Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Madame Nantel, ça va bien? Bien, ça va très bien. Une bonne année en passant. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. On vient d'assister au lancement, disons, de la deuxième édition de Défi Entreprise ici avec la Chambre de commerce. En quoi la municipalité de Berthier s'implique justement dans un tel événement qui s'en vient? C'est la deuxième année qu'on collabore avec la Chambre de commerce par le biais d'heures de glace, de gratuité d'heures de glace, de location de salles pour leur permettre de se rencontrer et tout ça. Alors, c'est notre façon de participer, puis le volet un petit peu aussi publicité. Dis-moi, en parlant de publicité, ça va être une belle publicité pour la ville de Berthierville? C'est certain que la diffusion de ce tournoi-là
Évidemment, ça a des retombées là, en termes de visibilité pour nous. Puis, comme il a été dit pendant la conférence de presse, c'est pas juste une question de joueurs de hockey. Là. Ça va au-delà de tout ça. Ça touche les familles et tout ça. Fait que c'est vraiment une très belle initiative de la Chambre de commerce et je suis d'autant plus fière que ce soit la 2e année. Ces 20 équipes qui vont s'en venir ici à Berthierville, c'est quand même pas rien. Ça va drainer beaucoup de gens ici à Berthierville, ça. Effectivement, là, on s'attend à avoir des gens un petit peu dans les restaurants et on les invite d'ailleurs, les gens de l'extérieur, à en profiter pendant leur passage à Berthier pour faire le tour un petit peu de notre belle ville. De visiter un peu Berthierville. Oui, tout à fait, oui. Je vous remercie, Mme Nantel. C'est toujours un plaisir. Merci. Au revoir. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier et de Dreux invite le public également à participer le mercredi 27 janvier 2016 à un 5 à 7 à la Grosse Bertha. Cette conférence, ça va être sur le marketing numérique. Le conférencier invité, ça va être M. Normand Harvey et ce sera gratuit pour les membres et $15 pour les non-membres. La Société de conservation et d'interprétation de recherche de Berthier et des îles invite le public également à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ça va être également gratuit. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et ce sera le jeudi 4 février 2016. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-6966. La FADOC de l'île du Pas invite le public justement à une exposition dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau Mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir la visite du quartier chinois et aussi la visite du musée Grévin au Saint-Iton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix des billets, ce sera à $159 par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Huguette Saint-Martin au 450-836-2017. La Société d'horticulture et d'écologie de Dreux invite cette fois-ci le public à une conférence sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016 à 19h30 et la conférencière invitée, ça va être Annie Robin. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou communiquer avec Mme Pauline au 450-836-0517. Le réseau des aidants naturels de Dreux invite le public cette fois-ci en date du 21 janvier 2016 à un café rencontre au CLSC de la Valderie de 13h30 à 15h30 à la salle Notre-Dame. Et pour ce qui est de la date du 26 janvier 2016, ça va être une conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété ici à Berthier de 9h30 à 11h30. Pour ce qui est de la date du 28 janvier 2016, ça va être un souper rencontre au restaurant en Saint-Hubert, ici à Berthierville, de 18h. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le réseau des aidants naturels de Dreux au 450-836-0711 ou au 450-404-2211 ou visiter leur site Internet qui est le www.aidantautrey.org. Également, la poivrerie Roger Gradu invite le public à un tournoi de pêche sur glace le 6 février 2016. Donc, il y aura $10,000 en prix de participation et le coût de l'inscription, ça va être $22 par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la poivrerie Roger Gradu au 450-880-0110. L'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite le public à une sortie au casino le lundi 28 mars 2016. Le coût du billet, ce sera de $15 par personne et le départ sera effectué au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola de 8h30 le matin et de 8h45 le matin ici devant l'église de Berthier. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Agathe au 450-836-43 à
803-48 ou Madame Denise au 450-836-68-92. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un projet, un projet Brigade du Patrimoine qui lance une invitation aux médias. En effet, la MRC de Dautrey présentera le 27 janvier 2016, lors d'une conférence de presse, son projet de Brigade du Patrimoine. À partir de 11h à la salle des maires de la MRC de Dautrey, située au 550 rue de Montcalm, ici à Berthierville. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Sébastien Proux, qui est agent de communication à la MRC de Dautrey au 450-836-7007 au poste 2528. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, souhaite bonne fête à Madame Jacqueline Étier, également à Madame Jacqueline Charpentier, à Monsieur Roland en Plante et aussi à Madame Muriel Trudel. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Monsieur Pierre Guilbeault de Lanoret. Le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Madame Edith Laforêt. Eh bien, l'association forestière de Lanaudière, justement, pour la période hivernale, organisera le camp de jour arboréen qui sera ouvert lors des journées pédagogiques dès lundi 1er février, vendredi 19 février, de même que le jeudi 24 mars. Pour la relâche scolaire du lundi 29 février au vendredi 4 mars, une programmation étalée sur 5 jours permettra aux enfants de s'épanouir sur le site exceptionnel de la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier. Pour le camp en été d'une semaine, les plages horaires sont du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet et de 22 au 26 août. Les inscriptions se tiendront au 3 mars au 1er mai 2016. Ces derniers auront l'occasion de se divertir à travers les sciences naturelles, la pratique des arts et des activités de plein air. Du 4 janvier au 1er février, les parents désireux d'inscrire leurs enfants au camp arboréen formule la journée pédagogique, semaine de relâche ou camp d'été et d'obtenir plus d'informations doivent communiquer avec M. Jean-Philippe Goyer, responsable du camp au 450-836-1851 et le poste 303 ou communiquer avec M. Goyer au J. Goyer à commercial AFLA Lanaudière.org entre 8h et 15h du lundi au vendredi. Les places en sont limitées. En effet,
effet, les places étant limitées, seulement 2 groupes de 12 jeunes peuvent être accueillis, soit un groupe de 6 à 8 ans et un groupe de 9 à 11 ans. Le nombre minimum d'inscription par groupe pour la tenue des différentes formules du cas de jour à Boréa est de 10 enfants. La période d'animation est de 9h à 16h. Le service de garde de début et de fin de journée est gratuit. Il est accessible dès 7h30 le matin et se terminera à 17h30. Donc ça, c'était un communiqué de l'association forestière de Lanaudière. Justement, au cours du bulletin de la semaine dernière, on avait rendu hommage ici à CTRB aux différents citoyens, des citoyens justement qui nous ont laissés. Maintenant, je vais vous parler des citoyens de la région qui ont occupé des postes importants, mais qui nous ont laissés pour l'année de 2015. Eh bien, il s'agit maintenant de M. André Lafrenière, qui a consacré sa plume pendant 43 ans à l'actualité régionale, qui est décédé dans la nuit du 4 au 5 mai à Montréal à l'âge de 67 ans. Il se prénommait Tilaf, comme le surnommaient ses amis, et a fait ses premiers pas dans la salle de rédaction du journal de Joliette en 1968. Eh bien, justement, je vais vous parler maintenant en août 2015. Il y a eu le décès de Mme Nancy Lafontaine de la Visitation de l'île du Pas. Elle est décédée accidentellement le 1er août à l'âge de 40 ans. Mme Lafontaine fut entre autres la principale architecte du projet Historia pour la sauvegarde de l'église de l'île du Pas. Elle a laissé dans le deuil son mari et ses 4 filles, ses parents, ses beaux-parents, ses proches et l'ensemble de la communauté de l'île du Pas. Eh bien, justement, pour rendre hommage à ces gens qui nous ont laissés, alors on a voulu rendre un vibrant hommage, justement, pour qu'on ne les oublie pas. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. J'aimerais ça habiter dans un endroit où l'électricité est produite localement. J'aimerais ça que notre électricité soit abordable pour tout le monde, partout au Québec. Et j'aimerais surtout ça que cette électricité-là, on en profite chez nous. Bienvenue chez vous. Kim Robitaille, conseillère en tarification. On travaille à ce que l'augmentation de nos tarifs soit similaire à celle du coût de la vie, pour qu'ils restent les plus bas d'Amérique du Nord. Alors, de retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Lanoraie, le 17 janvier 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gilles Rousseau, époux de feu Laure Latour demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lucette Rousseau, feu Gérald Coulombe, Richard Rousseau, Lucie Soulière, Jocelyne Rousseau, Carole Rousseau, Claude Vincent, Gaétan Rousseau, Odette Lapointe, Robert Rousseau, Céline Rousseau, Jacques Champagne, Joanne Rousseau, Sylvain Rousseau, 12 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Ses sœurs Liliane, Marie-Paul et Cécile, ses belles-sœurs, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à M. Rousseau. Des dons pour le pavillon Alphonse Rondeau seraient appréciés. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 23 janvier 2016 dès midi au complexe funéraire F intérieur sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville.
Eh bien, justement, CTRB va présenter d'ici bientôt quelques capsules sur les pompiers, justement en ce qui a trait à la sécurité d'incendie. Écoutez cet extrait. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice de CTRB, et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Nicolas Dumont-Savard, qui est technicien en prévention incendie pour le service incendie de la MRC d'Autrey. Bonjour. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet qui est très d'appoint là, avec la période hivernale. Un premier point qu'on va parler, ça va être des détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone. Bonjour, monsieur. Merci de venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et on va commencer par le détecteur, l'avertisseur de fumée. Un avertisseur de fumée, c'est quoi exactement? En fait, un avertisseur de fumée, simplement, c'est un appareil qui détecte la présence de fumée et qui va émettre un signal sonore là, et lumineux pour aviser les occupants d'un bâtiment. Donc, il va émettre un cri strident là, quand il va y avoir un événement. On doit poser ça dans la maison, oui. Mais où exactement dans la maison? On parlait d'un logement, on parle d'une maison, d'un bâtiment. En fait, dans le cas d'une maison unifamiliale, c'est important d'en installer un à chaque étage, là, à l'exception des vides sanitaires et des greniers non habités. Oui, d'accord. Puis, dans les logements, même chose, c'est un à chaque étage, dans le cas d'un logement qui aurait plus d'un étage. Et on le place où exactement? Parce que même si on en met un, il faut faire attention qu'on le place, pas premièrement qu'il parte tout le temps, oui. Et deuxièmement, pour qu'il soit vraiment efficace. Là. Oui. En fait, on l'installe au plafond ou au mur à proximité du plafond, là, un maximum de 12 pouces de hauteur par rapport au plafond. Et on l'installe loin des sources de combustion. Donc, si on pense à une cuisine ou poêle à bois, la chambre de bain aussi, il peut y avoir des déclenchements accidentels causés par la vapeur. OK. Et vous me parliez tantôt avant l'entrevue qu'il y en existe maintenant électriques qui sont fournis, dans le fond, avec le bâtiment, mais tu peux en avoir aussi à batterie. Oui, effectivement. Dans le cas d'une construction neuve, normalement, il devrait y en avoir un installé, si on parle d'une maison unifamiliale, on va en avoir un installé à chaque étage qui sont interreliés, qui fonctionnent sur un circuit électrique. Okay. Dans le cas d'un bâtiment déjà construit, on peut accepter qu'il y a des avertisseurs de fumée à pile. OK. Bien évidemment, pour éviter d'avoir à passer du filage. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai appris en discutant avec vous, c'est que ces avertisseurs-là, donc, premièrement, on doit vérifier les piles quand c'est quelqu'un qui est à pile. Même si c'est électrique aussi, on peut faire on peut faire le test au moins. C'est recommandé de le faire au changement de saison ou au changement d'heure. C'est au changement d'heure, oui, effectivement. Bien, il y a une campagne de prévention, là, comme à chaque année, quand il y a un changement d'heure. Même ça apparaît dans les médias, là, ils demandent de vérifier l'avertisseur de fumée et de faire le changement de pile, le cas échéant. Et un dernier point, il y a des dates d'expiration sur des avertisseurs, chose que je ne connaissais pas. Oui, effectivement. En fait, un avertisseur de fumée, ça a une durée de vie. Donc, à un maximum de 10 ans, l'avertisseur doit être remplacé, même s'il fonctionne encore, tout simplement parce que les composantes sont plus garanties par l'homologation, les tests initiaux de l'appareil. Donc, quand vous faites vos vérifications au niveau du service incendie, vous vérifiez ça aussi avec l'occupant. Vous dites, fais attention, ton détecteur est peut-être un petit peu vieux, ça serait peut-être bon que tu le changes. Effectivement, lors de leur tournée résidentielle, les pompiers, ça fait partie des observations qu'ils vont porter là, au niveau de ces appareils-là. Et c'est-tu bon aussi, on va en revenir au détecteur de fumée, mais dans le fond, même de faire une petite pratique, d'expliquer aux enfants, d'expliquer aux gens que quand vous entendez ça, d'avoir une espèce de point de ralliement et d'avoir un exercice. Effectivement, bien, chaque année, il y a la grande évacuation pendant la semaine de la prévention incendie, qui est la première semaine d'octobre, où les pompiers vont faire des visites préalablement dans les écoles. Les centres de personnes âgées, des choses comme ça. Mais à la maison, on devrait faire ça aussi. C'est ça. On va les inciter à faire, généralement, c'est le mercredi, au milieu de la semaine, un exercice avec leurs parents, donc de faire sonner l'avertisseur de fumée, d'évacuer le bâtiment, puis de se rencontrer à l'extérieur à un point de rassemblement qui est préétabli pour éviter que les gens se cherchent une fois à l'extérieur s'ils n'empruntent pas la même issue. Okay. Puis se retrouver rapidement, faire un décompte rapide. Et on va en venir maintenant à parler du détecteur de monoxyde de carbone, qui est un petit peu plus sournois, on pourrait dire, au niveau du monoxyde. Les gens ont peut-être moins conscience des dangers que peut avoir le monoxyde de carbone sur notre vie et sur notre santé, on pourrait dire. Effectivement, en fait, c'est un gaz qui est toxique, qui est incolore et qui est inodore. Donc, on ne peut pas détecter autrement que par les symptômes qui, encore là, se confondent avec certaines maladies comme la grippe ou la gastro qu'on peut avoir, ce qui peut causer des intoxications
légère, quand même très grave, ça peut engendrer la mort. Donc, Et ça vient de où, ce monoxyde-là? C'est où les sources qu'on peut avoir dans une maison ou dans un bâtiment de monoxyde de carbone? En fait, c'est toutes les sources de combustion. Donc, dès qu'on a un appareil à combustion dans une résidence, que ce soit un poêle à bois, au gaz, au mazout, même un appareil de cuisson au gaz. Un poêle au gaz. Un poêle au gaz, oui, ça va créer du monoxyde de carbone. Ou dans le cas d'une maison unifamiliale avec un garage attaché, comme il peut y avoir des véhicules dans le garage, évidemment, l'essence avec un moteur, ça fait une source de combustion. Ça peut engendrer du monoxyde puis causer des intoxications. Donc, autrement dit, c'est ça. Puis comme on disait, bien, ça peut entraîner jusqu'à la mort. Parce que vous disiez, les gens ressentent des symptômes qui sont inconfortables. Tu as peut-être comme réaction de dire, je vais aller me coucher ou je vais aller me reposer, ou ça se passe durant la nuit, ou s'il y a un appareil qui fonctionne mal ou des choses comme ça. Effectivement. Heureusement, les détecteurs qui sont prévus pour le résidentiel, généralement, sont calibrés pour se déclencher à 30 particules par million, ce qui est un seuil très faible, qui n'est pas un seuil critique ou même dangereux. Mais dans une maison où il devrait normalement pas y en avoir du tout, une concentration entre un demi ppm à 5 ppm maximum, 30, c'est grandement au-delà de ce qui est prévu. Oui. Donc, c'est prévu vraiment pour avertir les gens avant qu'on tombe dans un seuil critique ou avec des symptômes majeurs. Et ce détecteur-là doit être posé où? Dans la maison, dans le garage? Encore là, le même principe que les détecteurs de fumée? C'est le même. En fait, ça n'en prend qu'un seul, idéalement près des chambres. Là, comme on a dit, avec les symptômes que ça occasionne, les gens ont parfois tendance à aller se coucher, donc c'est là qu'il devrait le moins y en avoir. Donc s'ils sont là, c'est signe sérieux qu'il y a une fuite de monoxyde dans la résidence. Ce qui est à éviter, c'est de l'installer dans le garage, dans le cas d'un garage attaché, parce que c'est un endroit où normalement il peut y en avoir, ne serait-ce qu'en rentrant la voiture. Donc, il va se déclencher un petit peu trop souvent. C'est ça. Et vous me disiez que cet appareil-là doit être changé aux 5 ans, vérifié, parce que c'est pas les mêmes normes qu'on parle d'un détecteur de fumée. Bien, effectivement, encore une fois, là, les recommandations du fabricant demandent de le faire remplacer après 5 ans. Parce que probablement que les cellules de détection à l'intérieur sont plus bonnes. Donc autant de garantie, donc il n'y a pas de conformité. Donc, comme on vient de parler, qu'est-ce qui est important pour la période hivernale, quand on parle des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, c'est en relation avec tous les appareils de combustion qu'on peut utiliser d'appoint, justement, parce qu'on veut se réchauffer quand il y a des grands froids, c'est des choses comme ça. Exactement. Donc, le premier point étant réglé, on vous remercie beaucoup, M. Dumont-Savard, excusez-moi, d'être venu nous parler des avertisseurs de fumée et du monoxyde de carbone. Donc, à chaque personne, bien, soyons conscients que ça peut être dangereux et aidons-nous là, dans la période de grand froid. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, présentement ici à Berthierville, on a un ciel nuageux avec éclaircies et un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 12 degrés. Pour ce qui est de mercredi, dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti également de moins 12 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mercredi, dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 11 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir également un ciel dégagé avec un maximum de moins 17 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 23 degrés et une probabilité de pluie de 0%. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de moins 17 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 22 degrés et une probabilité de pluie de 0%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour ce TRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.